Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 5. Il n'aurait rien dû rester. Même pas un souvenir. Surtout pas un souvenir. Amaldricus, tome 3, l'esprit de Romac. Épisode 12. En sortant de la rivière, le loup s'ébroua. Son pelage doubla de volume, lui donnant un air encore plus impressionnant. Il tendit l'oreille à la recherche d'un éventuel danger, mais la forêt était calme et il ne put distinguer que quelques cris d'oiseaux. Il aurait pu éviter de se mouiller en contournant le cours d'eau par le sud. Cependant, cela aurait rallongé de façon conséquente sa route et il était urgent qu'il atteigne son but. Quelques branches craquèrent sous son pas lorsqu'il reprit sa course. Mais rapidement, il se déplaça si vite qu'il donna l'impression de voler et qu'il ne produisit plus pour seul bruit qu'un léger déplacement d'air. Zigzagant entre des arbres, il laissait derrière lui que l'ombre d'un fantôme se déplaçant entre des témoins incrédules et pétrifiés. Lorsque le ciel commença à s'éclaircir, laissant présager le jour qui allait naître, le loup arriva à proximité d'un étrange rocher qui dominait une profonde vallée. Le vide qui entourait l'immense caillou lui donnait des allures de forteresse imprenable, et il fallait être observateur pour distinguer, sur le côté droit, le mince rebord sur lequel seul un homme très adroit aurait pu se tenir en équilibre. C'est sans la moindre hésitation que le loup s'y engagea, plaçant parfaitement ses quatre pattes sur une seule ligne, et donnant, malgré l'extrême promiscuité de la situation, l'impression d'être à l'aise. L'étonnant chemin de pierre contournait le rocher et donnait accès à une profonde cavité qui s'ouvrait sur un vide vertigineux. À l'intérieur, Rouac y trouva le corps inanimé de l'auteur. L'esprit de ce dernier était toujours dans le non-espace où il avait atterré Karen pour l'interroger. Le vieux loup était soulagé. Il n'arrivait pas trop tard. Il se roula en boule aux côtés de son compagnon et chercha la porte qui donnait accès à cet endroit où même le temps n'était pas le même. D'accoutumé, quelques secondes, quelques minutes tout au plus étaient nécessaires pour y pénétrer. Mais cette fois-ci, la porte resta totalement close et l'esprit du loup retrouva rapidement son corps. Ce n'était pas la première fois que, dans le combat qui les opposait à Amaldricus, le vieux sire prenait une longueur d'avance. Mais en revanche, jamais jusque-là Rouac n'avait été autant pris au dépourvu. Il devait réfléchir très vite, trouver une solution, s'il ne voulait pas perdre définitivement un ami et peut-être la partie. Je ne comprends pas de quoi vous parlez, intervint l'auteur en coupant Karen. Ce que vous me racontez n'a aucun sens. Ces choses-là n'existent que dans l'imaginaire des hommes. Karen hésita à répondre, puis elle sourit. Pour beaucoup, les Romacs comme vous n'existent aussi que dans l'imaginaire. Malgré toutes vos connaissances, tous vos savoirs, pouvez-vous être sûr de tout connaître? Amaldricus s'est joué de vous. Peut-être a-t-il découvert des secrets du Hac qui vous sont encore inconnus. L'auteur parut troublé. Le sire au loup avait été un élève hors du commun, mais était-il possible qu'il ait autant dépassé le maître? Karen l'enfonça encore un peu plus dans ses incertitudes. Notez que je ne vous ai pas encore parlé d'Amaldricus, de la façon dont je l'ai rencontré et quels étaient ses liens avec le guide. Si mon histoire vous intéresse, laissez-moi la poursuivre, ou rendez-moi mon corps. L'auteur fit un signe de la tête. Bien. Le lendemain, il n'était prévu que je ne revoie les autres que dans la soirée.
Madeleine étant absente, en fait ses parents recevaient une tante qu'ils n'avaient pas vue depuis fort longtemps et elle était réquisitionnée, je devais passer la journée seule. En début d'après-midi, j'ai décidé d'aller me promener. Et c'est presque inconsciemment que je suis monté à pied jusqu'au Fort Malher en suivant un vieux sentier que je ne me souvenais même pas connaître. En fait, je n'ai réalisé où il menait qu'en découvrant la porte que la veille au soir j'avais traversée comme un fantôme. Dans la chaleur apaisante de ce milieu de journée, le vieux fort abandonné n'avait plus du tout l'aspect lugubre de la veille. Et pourtant, je continuais à sentir un peu le même malaise. J'approchai de la porte. J'y posai ma main, mais cette fois-ci, elle ne s'enfonça pas, et j'en fus déçu. Une douleur sourde frappa ma nuque. Je me retournai. Le guide était là, vêtu exactement comme la veille. « Le pouvoir est capricieux. Il faut apprendre à le maîtriser, » me dit-il dans un sourire. « Regardez. » Il posa à son tour la main sur la porte. Elle s'enfonça. « Donnez-moi votre main, » me dit-il. Je n'eus pas le temps de réagir. Ses mains saisirent mon poignet et appuyèrent ma main contre la porte. Je sentis cette dernière devenir toute molle sous mes doigts, et par un réflexe idiot, je me dégageai prestement. « Vous n'avez pas peur, j'espère ?»« Non, non, cela me surprend encore. » Le guide eut un nouveau sourire. Il recula de quelques pas et m'invita à le rejoindre. « Voulez-vous que nous nous promenions un peu ?» demanda-t-il. Nous marchâmes un moment sans parler. Je n'osais pas rompre ce silence qui semblait volontaire, et je me contentais de savourer la présence de mon hôte. Il dégageait un véritable aura, et je me sentais fasciné. « Allez-y, dit-il d'un seul coup. Posez-les-moi. »« Pardon ?»« Posez-moi les questions qui vous hantent, celles qui vous ont empêché de dormir. »« Mais j'ai très bien dormi. Je me suis rarement senti aussi à l'aise. »« Alors, vous avez été plus sensible au pouvoir que je n'aurais pu le croire. » Il marqua une pause. « Mais n'avez-vous pas pour autant des questions? Rien qui ne vous travaille ?»« Si, bien sûr, mais ce que je vis est tellement incroyable que j'en suis un peu déboussolé. » Il stoppa. Nous avions déjà avancé sur le chemin caillouteux que nous avions suivi la veille avec les garçons et qui rejoignait la route de l'Armont. Nous étions sortis du sous-bois, le soleil brillait dans sa longue chevelure blonde. « Ce n'est rien comparé à ce que le maître vous offrira quand nous l'aurons libéré. Rien à côté de ce qui vous attend. » Ses yeux avaient changé. Ils s'étaient allumés et brillaient comme ceux de Patrick la veille. Cela m'effraya l'espace d'une seconde et puis je n'en fis plus cas, me sentant pourtant, sans raison, dans une étrange et apaisante sécurité, comme si l'on soufflait directement dans mon esprit des mots apaisants. Mais qui est donc ce maître qui peut m'apporter autant? Amaldricus, le Cirolo. Drôle de nom, je m'attendais à Belzébuth ou Lucifer. Le guide reprit sa marche en souriant. Je l'ai rencontré il y a plus de 30 ans. J'étais officier dans l'armée allemande. Pendant la guerre? Lui demandai-je surprise. Oui. Ce n'est pas possible, vous êtes trop jeune, ou alors vous êtes aussi enfant. Il éclata de rire. Non, pas moi, c'est juste encore un avantage du pouvoir. En 1942, je suis venu dans la région pour... Il se coupa. C'est sans importance. Disons que c'est à l'occasion de cette mission que je l'ai rencontré, et cela a changé ma vie. Amaldricus est un Romaque. Vous connaissez la légende des Romaques? Je n'en avais jamais entendu parler, et il me la raconta en détail. Il me parla de vous, de Rouac, et bien sûr d'Amaldricus, qui me présenta comme étant le seul à avoir voulu partager son savoir, et que c'est pour cela qu'il avait été banni et enfermé dans les sous-sols du château. L'auteur tressaillit. Mais de quoi parlez-vous? Au début, vous étiez 4. Vous, Rouac, Amaldricus et Nius. Devant le pouvoir incroyable que vous donnait la connaissance du Hac, vous avez été confronté à un dilemme. Pour Amaldricus et Nius, il fallait partager ses pouvoirs avec les autres hommes pour leur permettre de vivre mieux. Pour Rouac et vous, il fallait le conserver jalousement pour que jamais personne ne puisse en faire mauvais usage. Ils ne vous ont pas écouté et ont formé des personnes au secret du Hac. Vous les avez pourchassés, éliminés et précipités sur le chemin des enfers pour que même leurs souvenirs soient effacés. Quant à Amaldricus, vous l'avez muré dans son château, ne pouvant vous résoudre à l'éliminer, du moins dans un premier temps. C'est absurde, rien ne s'est passé ainsi. Je m'en moque de toute façon, mais c'est ce que m'a conté le guide à cette époque, et je l'ai cru. C'est à ce moment que j'ai compris pourquoi il avait besoin de nous, pour libérer Amaldricus de sa prison dans les entrailles du joug. Un cri vint nous interrompre. « Karen !» Je me retournai et vis Madeleine courir vers moi, avec, quelques mètres derrière elle, ses parents et sa fameuse tante. Immédiatement, je fis volte-face pour voir la réaction du guide, mais il avait disparu avant même que Madeleine n'arrive à ma hauteur. « Je suis heureuse de te voir, tu n'imagines pas à quel point. » Madeleine me prit par le bras pour me forcer à un demi-tour.
Ces journées en famille sont mortelles et prévisibles. Énormes repas et promenades digestives. Berk. Franchement, cela fait longtemps que je n'avais pas vu tante Denise, mais ce n'est vraiment pas grave, elle est saoulante. » J'écoutais les paroles de mon ami sans les entendre, et malgré moi, je fouillais les alentours du regard pour trouver le guide. « Tu as perdu quelque chose ?» me demanda Madeleine. « Non, rien. » Ses parents nous appelèrent pour que nous allions à leur hauteur. Tante Denise marchait lentement. Je les saluai. Madeleine me présenta comme sa meilleure amie à sa grand-tante. Une vieille dame toute ridée, à l'air assez antipathique. « Tu t'es perdu ?» me demanda le père de Madeleine avec un sens de l'humour tout personnel. « Non, je me promène. On va marcher un peu devant, » dit mon ami en me tirant par le bras pour m'arracher à l'emprise déjà soporifique de ses parents. J'étais soulagé qu'elle ait oublié notre récente querelle. Nous reprîmes notre chemin, et la question de savoir où était passé le guide ne me quittait pas. De fait, je n'étais pas très attentive aux paroles de Madeleine. Nous arrivâmes bientôt en vue du fort, et je m'apprêtais à faire une remarque lorsqu'un cri vint la stopper net. Nous nous retournâmes, et je vis la grand-tante de Madeleine allongée sur le sol. Le père de mon ami s'était précipité vers elle pour lui soulever la tête. Sa mère se tenait debout un peu à l'écart, ses deux mains sur le visage témoignaient de sa frayeur et de sa surprise. Les yeux de tante Denise criaient la peur. Les veines qui les traversaient s'étaient parées du rouge le plus violent. Ses pupilles étaient ouvertes au maximum. Tout son visage était tétanisé. Un léger filet de bave coulait sur le côté de ses lèvres. Tout son corps tremblait, comme s'il tentait une ultime fois de redémarrer. « Allez chercher du secours !» nous cria le père de Madeleine. Mais aucune de nous ne put bouger. Et puis la voix du guide va me parler à l'oreille. Je me retournai, mais il n'y avait personne, juste sa voix, calme et rassurante. « Utilise le pouvoir !» se contentait-il de répéter. Toute peur me quitta. Je me sentis d'un seul coup plus sereine que jamais. J'approchai de la vieille dame, je me penchai sur elle. Aucune des personnes présentes ne comprit ce que j'étais en train de faire, mais ils n'intervinrent pas. J'adressai déjà un sourire à tante Denise, son visage se détendit. Et puis, mes yeux me brûlèrent, quelques larmes en coulèrent, alors je me rendis compte que je voyais le cœur de la vieille dame battre dans sa poitrine. Son enveloppe charnelle était comme une vitre sale à travers laquelle on parvient un peu à distinguer les formes. Et je voyais son cœur, comme affolé lui aussi, battre plus que de raison, battre à rompre. Je compris que si je n'intervenais pas, la pauvre allait mourir. Je sentis une présence froide près de moi, et en levant les yeux, j'aperçus une jeune femme très jolie, vêtue de noir, assise à quelques mètres de nous et observant la scène. Elle m'adressa un sourire, semblant m'avertir que mon combat était vain. La voix résonna de nouveau à mon oreille. « C'est la faucheuse. Elle est là pour l'attendre. Son destin est entre tes mains. Utilise le pouvoir. Ne la laisse pas gagner. »« Comment ?» hurlai-je à la grande surprise des autres personnes présentes. « Laisse-toi aller. Sens la chaleur dans ton corps. Projette-la dans ta main. Tu dois ralentir ce cœur. » répondit toujours calme la voix du guide. Je posai ma main sur la poitrine de la victime. Je sentis la chaleur et je vis le cœur battre plus doucement. La jolie femme en noir s'était levée. Elle s'approcha de nous. Elle s'assit à côté du père de Madeleine qui ne la voyait pas. Elle se pencha et posa à son tour la main sur la poitrine de Denise. Quelque chose de froid frappa ma paume, mais je résistais. Le cœur recommença à battre plus vite. De mon côté, j'insistais aussi. Le froid devint une véritable douleur, et je vis venir l'instant où j'allais être contrainte de battre en retraite. Quelque chose d'inattendu vint alors m'aider. Je perçus juste derrière moi la présence du guide. Je devinais sa main venir se poser à côté de la mienne, et la chaleur reprit l'avantage sur le froid. Le cœur de tante Denise se calma à nouveau. La mort me regarda, aucune marque de colère ne la défigurait. Elle enleva sa main et me fit un grand sourire qui me rappela que ce n'était que partie remise, et qu'au terme, elle gagnerait de toute façon. Elle se redressa et disparut. La présence du guide s'éloigna également. Tante Denise revint à elle. Ses yeux reprirent un peu de vie, son corps redémarra et ne trembla plus. Et il y avait dans le regard de Madeleine et de ses parents autant de surprise que de soulagement. Ils savaient que c'était moi qui avais sauvé Denise, mais ils ne comprenaient pas comment j'avais accompli ce miracle. Sa mère me prit dans ses bras en pleurant. « Il faut l'amener chez le docteur !» insista son père. « Je ne suis pas rassuré. » Ils me demandèrent s'ils pouvaient me raccompagner, mais je refusai, prétextant préférer rentrer à pied. « Je te téléphonerai ce soir, » dis-je à Madeleine en l'embrassant. Elle acquiesça et s'éloigna. Elle se ravisa et se retourna.
Je ne sais pas ce que tu as fait, dit-elle, mais je te remercie, sincèrement, je te remercie. Je ne pus rien faire d'autre que de sourire. Elle rejoignit ses parents. Grâce au pouvoir, tu as pu défier la mort. Tu vois, je ne t'ai pas menti en te disant que c'était un don magnifique. Il était derrière moi. Je savais que c'était Klaus, le guide, qui venait de parler. J'avais reconnu sa voix et deviné sa présence. Vous m'avez aidé. Sans vous, je n'y serais pas parvenu. Il eut un sourire et vint à ma hauteur. La jeunesse encore. Il te faudra du temps pour bien appréhender toutes les ressources, et tu feras sans doute des erreurs. Mais je t'apprendrai à toi et à tes amis. Venez ce soir. Je vous attendrai ici, à la nuit tombée. Le soir, seul Patrick se laissa convaincre facilement, et nous dûmes unir nos forces pour persuader les autres. Le pouvoir leur faisait peur, et après que j'ai raconté ce qui m'était arrivé l'après-midi, ils se sentirent encore plus mal à l'aise. Pire, Christophe, lui, ne céda pas à nos arguments. « Je monte avec vous, dit-il, mais je reste dans la voiture, et je ne veux pas en savoir plus. »« Mais pourquoi ?» hurla Patrick à la limite de la colère. « Ce n'est pas normal, je suis sûr que ce n'est pas bien. Non, je ne veux pas être mêlé à tout cela. » « Mais tu n'as pas le choix, lui fis-je remarquer. N'oublie pas que c'est le pouvoir qui te tient en vie. Klaus nous l'a dit, sans lui, tu serais mort. C'est ce qu'il prétend, rien ne le prouve. Il hésita. Et puis, je préfère peut-être mourir que d'être prisonnier de toutes ces choses que je ne comprends pas. Je me suis pris à devenir provocante et aguicheuse. Je voulais qu'il vienne avec nous. Je refusais qu'il reste en arrière et j'usais de mes armes pour le convaincre. En vain. Il resta dans la voiture au bout du chemin, là où la route cédait le pas au sentier mal carrossé. Nous dûmes faire les derniers kilomètres à pied. En arrivant près du fort, nous trouvâmes le guide devant la porte, qui s'étonna de son absence, et nous lui expliquâmes les réticences de notre ami. Aucune expression ne le troubla. « Je peux comprendre, dit-il simplement, mais... » Il marqua une pause. « Mais je veux tenter moi-même de le convaincre. Vous permettez ?» Nous regagnâmes la voiture. Arrivés à moins de 10 mètres, nous entendîmes hurler et nous nous précipitâmes. Christophe se tenait la tête. Il semblait être envahi par une douleur incontrôlable. « Laissez-moi faire, » nous dit le guide. « Je sais ce qu'il a. » Nous nous écartâmes. Il ne fallut que quelques secondes à Klaus pour le calmer et nous vîmes le visage de Christophe retrouver ses traits détendus. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il comme s'il sortait d'un cauchemar. « Le pouvoir, dit Klaus. Tu as voulu l'expulser et il commençait à te quitter. » « C'est ce qui a provoqué sa douleur ?» demanda Fabien. « Non, ce n'est pas le départ du pouvoir, mais l'arrivée de la mort. » Le guide aida Christophe à sortir de la voiture. Ce dernier fit quelques pas hésitants, cherchant à retrouver son équilibre. « Acceptes-tu de venir avec nous maintenant ?» lui demanda très gentiment le guide, « et d'apprendre à contrôler cette force qui est en toi ?» Christophe ne dit rien, mais il fit un signe de la tête. J'espérais que c'était la dernière fois qu'il rejetait le guide. Je le souhaitais du plus profond de mon âme, car je savais qu'il en allait de sa vie. Nous prîmes cette nuit-là notre première vraie leçon de maîtrise du hack, et pendant celles qui suivirent, nous le perfectionnâmes. L'auteur secoua la tête. « C'est ridicule. Le hack ne s'apprend pas comme cela. Il n'existe pas de pouvoir préalable. Je ne parviens pas à comprendre de quoi vous me parlez. » Votre scepticisme revient encore. Et pourtant je suis là, et je sais. Et vous savez que je sais. Comment pouvez-vous l'expliquer ? L'auteur soupira. « Poursuivez. » Et puis un soir, nous étions tout fin juillet, notre aventure avait démarré depuis un peu plus de 10 jours seulement, en comptant l'accident. Le guide nous annonça que nous étions prêts et que le moment de libérer le maître était venu. Je ne me souviens que du silence et du froid, des étoiles qui surveillaient notre marche, de l'ombre de mes camarades qui avançaient sans la moindre parole.
Je me rappelle aussi de la masse imposante du guide qui ouvrait cette étrange procession. Nous étions arrivés au fort de Joux bien après que la nuit en ait pris possession. Nos cœurs étaient serrés. Étions-nous sûrs de ce que nous allions faire? Sweet child in time, you'll see the line drawn between the good and bad. Je me sentais enfant, et les paroles de la chanson revenaient en moi à chaque seconde. Devais-je franchir la ligne de façon définitive? Quand nous retrouvâmes Klaus à proximité du parking, je le vis différent. Sa belle assurance, la tranquillité qui émanait de son regard bleu, tout cela n'était plus là. J'avais l'impression d'être face à un vieillard craintif, et je repensais à l'âge qu'il devait avoir si ce qu'il m'avait raconté était vrai. Il força son humeur pour paraître aussi à l'aise qu'à l'accoutumée, mais tout sonnait faux. « C'est par ici, nous dit-il. Nous allons suivre les remparts. » Nous contournâmes Joux qui semblait bien insensible à notre présence. L'endroit n'était pas éclairé, mais le pouvoir nous permettait de voir comme en plein jour. Nous marchions à la queue leu-leu, et j'étais en troisième position derrière Patrick et Klaus, et devant Fabien, Damien et Christophe. À un moment, je voulus me retourner, et je vis que les yeux des camarades derrière moi brillaient d'une étrange lueur verte qui leur donnait des airs de démons échappés de l'enfer. Cela me glaça avant que je ne prenne conscience qu'il en allait de même pour moi. Nous stoppâmes enfin en pied du donjon. Une odeur d'herbe sèche vint me caresser les narines. Un bruit presque imperceptible résonna à mes oreilles. Je tournai rapidement la tête et je reniflai. Je devinai à quelques 500 mètres un chamois qui, affolé par notre approche pourtant discrète, détalait. En bougeant, l'animal avait dégagé les parfums des herbes sur lesquelles il était allongé, et cela avait attiré notre attention. J'eus l'impression que je sentais le goût du sang dans ma bouche, et je compris que l'âme du loup m'habitait totalement à cet instant. C'était une des leçons que Klaus nous avait données dans les jours précédents. Le pouvoir vous permet de faire vôtre les instincts qui habitent la nature. Celui du loup sera pour vous le plus évident. Vous penserez comme le loup, vous sentirez comme le loup si vous le souhaitez ou si votre survie en dépend. Je compris à cet instant pourquoi le mythe du loup-garou avait tant fasciné les hommes. La force qui m'habitait était incroyable. Klaus escalada quelques rochers pour atteindre le mur du donjon. Il nous fit signe de le rejoindre. Quand nous arrivâmes à sa hauteur, il nous désigna le mur du doigt. Avec ce que je vous ai appris, désormais il ne vous sera pas plus dur à traverser qu'une cascade d'eau, et cela vous semblera même plus facile que la porte du fort. Juste de l'autre côté se trouve un grand couloir. Suivez-le jusqu'au bout, puis servez-vous de l'instinct des loups pour trouver votre chemin jusqu'au puits. Devenez alors araignée pour descendre le long de la paroi. Trouvez l'amorce du tunnel. Faites-vous tempête pour briser le mur qui en interdit l'entrée et allez jusqu'au tombeau. Je vous y retrouverai. Tout cela n'était que des images, bien sûr. Nous étions et nous restions des êtres humains. Mais les sensations qui habitaient nos esprits étaient bien celles des animaux, et nous n'avions aucun mal à profiter de leurs avantages, exactement comme si nous avions été l'un d'entre eux. C'était cela l'usage que le guide nous avait enseigné du pouvoir, une force d'empathie si forte que l'on pouvait convaincre notre esprit de ce que nous voulions être. Patrick disparut dans le mur sans hésiter, et puis je lui emboîtai le pas. Traverser la pierre donne une sensation toute différente de traverser du fer. Il y a la même obscurité, bien sûr, la même peine à respirer, un peu plus longue d'ailleurs puisque c'était plus épais. Mais en plus, il y a une sensation de poussière qui semble vous assaillir d'un seul coup. Nous nous retrouvâmes dans un long couloir désert dont les murs ruisselaient d'humidité. Aucun de nous ne prononça la moindre parole, mais chacun savait précisément ce que l'autre pensait. Et l'on aurait pu croire que nous exécutions un plan mûrement réfléchi. Nous franchîmes des portes closes sans peine, montèrent certains escaliers, en descendirent d'autres, et au bout d'un long couloir, découvrîmes le puits qui s'ouvrait sur le néant.
Patrick n'hésita pas une seconde. Il s'assit sur le bord du puits, laissant ses 2 pieds pendre dans le vide. Il prit une grande respiration, se retourna et se glissa à l'intérieur. Ses mains posées sur le bord étaient la dernière sécurité qui le protégeait d'une chute certaine. Il enleva la première et la posa contre le mur intérieur du puits. Il y eut une seconde de flottement, puis il lâcha sa seconde main et la posa à son tour contre la paroi. Il ne tomba pas et resta collé à la paroi comme une araignée. « Venez !» dit-il. « Faites ce que le guide nous a appris. Voyez, ça marche !» Il entama une descente avant même que nous l'ayons rejoint. En se posant contre les pierres du puits, mes mains parurent devenir poisseuses, exactement comme si j'y avais laissé fondre du caramel. Il me fallait tirer assez fort pour les enlever et pouvoir progresser. Mon corps, attiré par le vide, exerçait une pression conséquente sur les muscles de mes bras et de mes jambes, et bientôt ceux-ci commencèrent à être douloureux. Heureusement, nous arrivâmes là où commençait le tunnel. Patrick hésita, puis renonça à détruire le mur. Il nous était si facile de le traverser, tout simplement. Encore quelques minutes, et nous arrivâmes enfin dans le tombeau du maître Amaldricus. La pièce était petite et poussiéreuse. Les murs étaient couverts d'inscriptions auxquelles aucun d'entre nous n'entendait rien, et en son milieu, un autel avec des restes humains dessus. Le guide arriva à son tour. « Pourquoi n'avez-vous pas cassé le mur pour entrer ici ?» demanda-t-il avec une pointe de colère. « J'ai pensé, dit Patrick, qu'il était plus simple et plus rapide pour nous d'entrer ainsi. Nous pourrons casser le mur après pour laisser sortir le maître. » Klaus ne répondit rien. Il se dirigea vers l'autel et le contourna. Patrick le rejoignit, et nous ne vîmes pas exactement ce qu'ils firent. Mais le guide lui montra des symboles sur l'autel, et Patrick appuya dessus. Il y eut un grondement, un peu sourd, un bruit de 2 pierres frottées, l'une contre l'autre, et une paroi située sous l'autel coulissa pour laisser apparaître un passage. La violente odeur de moisi qui nous avait agressés à notre arrivée se fit encore plus virulente lorsque l'air s'échappa du dit passage. Elle se doubla d'un relent de poussière qui me fit éternuer. Nous approchâmes et découvrirent un escalier qui descendait dans une seconde pièce. « De quoi ?» tressaillit l'auteur. « Une seconde pièce sous la première, mais c'est impossible !» Elle était pourtant bien là, je vous le jure, elle n'avait pas de grands points communs avec l'autre. Moins grande, elle était meublée d'une table en pierre, d'un grand fauteuil finement sculpté et d'une paillasse qui dégageait une odeur insupportable avec 2 cadavres allongés dessus, celui d'un homme et celui d'un loup. On aurait dit qu'ils venaient de mourir, ils étaient en parfait état de conservation. « En parfait état ?» insista l'auteur en se parlant lui-même. L'un des murs était creusé de cavités d'où dépassaient des rouleaux de parchemin. En face, il y avait une espèce d'arche en pierre sculptée d'étranges animaux, des dragons, des gargouilles. L'artiste avait pris le temps de surcharger son œuvre. Je ne remarquai pas de suite l'étrange teinte verte des pierres, et c'est seulement lorsque le guide nous invita à nous en approcher que je remarquai toute la beauté. Ce n'était pas une pierre ordinaire. Selon l'angle sous lequel nous la regardions, elle paraissait soit très brillante, proche du métal, soit transparente, proche du verre. « Ce n'était pas de la pierre !» interrompit l'auteur dont le visage avait encore changé d'expression, pour se faire plus inquiet. « C'était de l'oricalque, n'est-ce pas ?» C'est ce que le guide nous a dit en nous expliquant la puissance et la rareté de ce métal dont les derniers gisements sont épuisés depuis presque 2 millénaires. 2 questions tiraillait l'auteur à cet instant. Comment Amaldricus avait-il pu se procurer une si grande quantité de ce métal mythique et quel usage pouvait-il en faire? Il n'eut pas de réponse à sa première interrogation. En revanche, un peu involontairement, Karen, dans la suite de son récit, répondit à sa seconde question. « J'étais comme fasciné, expliqua-t-elle.
Je ne parvenais pas à détacher mon regard de l'étrange arche. J'eus un besoin vital de la toucher. Je crois que je n'avais jamais rien vu d'aussi joli, et je me demandais au guide quelle était son utilité. Il me répondit d'une phrase qui me sembla bien incompréhensible, mais je n'y attachai pas d'importance. Et à quoi servait-elle, coupa l'auteur? Je dois le savoir. Je ne sais plus exactement, répondit avec un peu de gêne la jeune femme. À contrôler les passages du... Je ne sais plus. Insistez, je dois savoir. Il lança son esprit à la rencontre de celui de Karen, oubliant toutes les précautions, prêt à tout pour fouiller sa mémoire, même à conduire à la douleur. Elle recula en hurlant, sentant comme un poignard s'enfoncer dans son crâne. Elle voulut résister, mais l'auteur usa de sa force psychique pour ne laisser aucune chance. Et après une malheureuse tentative, il parvint à violer son esprit, ce qui, jusqu'à maintenant, il s'était toujours refusé à faire avec autant de violence. Il vit alors, comme s'il regardait avec les yeux de la jeune fille, et qu'il revivait l'instant dont elle était en train de se souvenir. Il savait pertinemment qu'il ne pourrait rester là que quelques secondes, et il suppliait toutes les forces du hack pour que ce soit le bon moment. Il vit le guide adresser un sourire à la jeune fille, et l'entendit dire calmement « C'est une porte qui permet de contrôler le chemin des enfers. » Et l'auteur se sentit atterri comme dans un tourbillon. Il perdit un instant le contact avec son propre esprit. Tout devint noir, et il imagina que la mort devait avoir cette couleur et cette odeur. Puis, il fut de nouveau face à Karen, dans le non-espace. La jeune femme était assise, elle toussait, sanglotait et se tenait la gorge comme si on venait d'essayer de l'étrangler. C'était donc cela le secret du Cirolo. C'était donc cela le secret du Cirolo. C'était comme cela qu'il avait trompé les chemins de l'enfer. Il avait réussi à construire une porte, chose que jusque-là l'auteur pensait impossible. « Vous devez m'y conduire, Karen. Vous devez me conduire là-bas et me montrer cette pièce. Je dois la voir. Il en va de votre avenir, du mien et peut-être de celui de l'humanité tout entière. » L'auteur interrogea la mémoire de la jeune femme pour y trouver ce qui pouvait la terrifier le plus. Il s'en servit comme argument. Ce que vous avez vu dans cette pièce il y a 20 ans peut être une arme redoutable, à côté de laquelle cette bombe atomique qui vous fait si peur ne serait qu'un vulgaire jouet d'enfant. Je suis peut-être le seul à pouvoir éviter une catastrophe. Conduisez-moi. D'accord. Il n'aurait rien dû rester. Même pas un souvenir. Surtout pas un souvenir. À suivre.